Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir à 19h30 en direct. Je suis très heureux de vous retrouver. On s'intéresse bien entendu à l'élection présidentielle à J-5 avant le premier tour de cette élection, avec un suspense. C'est vrai que ce sont les sondages qui nous le disent. Et on va parler ce soir de François Fillon qui vit sa dernière ligne droite, qui jette toutes ses forces dans la bataille. Il est toujours ce soir, et on le verra, troisième dans les sondages, dans un des sondages qu'on va vous présenter, avec évidemment ce meeting de Nice qui s'est pas très bien passé, des sifflets de Christian Estrosi qui était sur ses terres, le soutien physique de François Fillon qui est venu évidemment soutenir Christian Estrosi, et puis quelques moments de tension aussi dans ce meeting de Nice avec des médias sur lesquels des militants un peu radicalisés ont craché. Certains autres médias ont été attrapés par les forces, par les vigiles. On va revenir évidemment sur cette campagne à 5 jours qui se durcit, qui se tend. On fait le point ce soir. Est-ce que François Fillon a encore raison d'espérer? On va regarder les sondages, on va s'intéresser évidemment à sa campagne. Il est ce soir dans le Pas-de-Calais, enfin en tout cas dans le Nord, avec Xavier Bertrand. Et puis c'est un signe important, Nicolas Sarkozy devait rester discret et il a pris la parole sur Twitter. On en verra un extrait dans quelques instants qui apporte évidemment tout son soutien à François Fillon. Et puis on va parler, et ça aura peut-être une incidence dans cette fin de campagne, de cet attentat déjoué à Marseille dans le 3e arrondissement, appartement dans lequel on a retrouvé des armes et des explosifs. Et puis le journal Le Monde du 16 mars avec la photo de François Fillon. Est-ce que François Fillon était visé par ces deux terroristes? On va essayer d'en savoir plus dans quelques instants. On en débat ce soir évidemment avec mes invités. Philippe Vigier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de François Fillon dans cette campagne, très actif sur le terrain évidemment depuis plusieurs semaines. Je rappelle que vous êtes député UDI d'Eure-et-Loir et président du groupe UDI ici à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Damien Lempereur, bonsoir. Bonsoir. Délégué national de Debout la France, aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan, porte-parole de cette campagne. On vous écoutera. Nicolas Dupont-Aignan qui fait une belle campagne, qui se dégage des petits candidats puisqu'il atteint le score des 4%. Merci d'être là. Dans les sondages, bien sûr que vous contestez, j'imagine. Non, mais on fait toujours mieux et beaucoup mieux que les sondages. Donc Voilà. Je pense qu'on le fera encore une fois mieux que les sondages. Évidemment, l'important, c'est ce qui se passera dimanche dans les urnes. Charles-Henri Gallois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller économique de François Asselineau, l'Union populaire républicaine. François Asselineau est à Lyon, est en meeting à Lyon. Exactement, oui. Vous militez et vous défendez le Frexit. On vous écoutera dans quelques instants. Et j'imagine que vous aussi, vous êtes assez sceptique sur les sondages quand vous voyez ce qui se passe sur le terrain avec vos militants. D'une part, avec ce qu'on voit sur le terrain, des meetings et des salles pleines, mais d'autre part aussi, de par l'histoire récente, ou que ce soit l'élection de Donald Trump, le Brexit ou même les primaires en France. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est vrai que les sondages se sont à peu près trompés tout le temps. Donc voilà. On va en débattre ce soir, évidemment, de ces sondages. À lire d'ailleurs dans le Figaro, Brice Teinturier qui accorde un long papier dans les colonnes de Page Saumon sur justement, on tape toujours sur les sondeurs à quelques jours d'un premier tour. Avec nous, avant qu'après. Voilà, Emmanuel Rivière, bonsoir, directeur de Kantar Public France. Bonsoir. Avec un sondage, on va le découvrir ce soir, qui est intéressant, One Point Kantar, très intéressant, parce qu'on voit évidemment qu'il y a deux leaders. Et puis il y a deux candidats derrière, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, qui sont derrière. Alors c'est pas un carré, mais c'est plutôt une course comme ça où on se poursuit. On en parlera avec vous pour faire peut-être une métaphore cycliste. D'abord cet attentat, c'est important d'ouvrir l'émission avec cet attentat déjoué dans le 3e arrondissement de Marseille. Et écoutez la réaction de François Hollande, le président de la République. Il était justement, il inaugurait un monument dédié aux soldats qui meurent en opération extérieure. Et il en a profité, vous allez l'entendre, pour saluer la réactivité de nos forces de sécurité. Écoutez le président de la République. Lutter contre le terrorisme à l'extérieur, c'est nous permettre de lutter contre le terrorisme à l'intérieur. Cette menace, elle est là, toujours là. Et nous devons y faire face. Et je veux saluer nos forces de sécurité d'y avoir une fois encore répondu, avec nos services de renseignement. Philippe Vigier, un mot et même plusieurs sur cet attentat déjoué. C'est vrai que les forces de sécurité expliquent que depuis plusieurs jours, ils avaient prévenu les candidats d'un risque imminent, qu'on avait même, je l'ai lu en préparant l'émission, demandé à François Fillon de porter un gilet pare-balles au meeting de Nice. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous étiez informé d'une menace terroriste qui pesait sur les épaules des candidats? On sait que cette élection présidentielle se passe dans des conditions de tension extrême et puis dans un environnement international dont chacun sait qu'il est explosif. Et on voit bien qu'un processus démocratique tel que celui qu'on vit en France, on est à quelques jours du premier tour des présidentielles avec évidemment un match qui est très ouvert, les choix du président de la République, quelle politique pour les 5 prochaines années. Les candidats ont été prévenus d'un risque terroriste. Et ce qui est évidemment inquiétant, c'est le fait que ce soit la photo de François Fillon qui a été
retrouver, est-ce qu'il était visé, est-ce qu'il n'était pas, l'enquête pourra le dire. En tout cas, moi, je vais saluer le travail des forces de renseignement, des polices de gendarmerie qui sont ultra mobilisés parce que ce rendez-vous démocratique, et je pense qu'on a la chance, tous, il faut qu'on ait conscience d'être dans un grand pays démocratique qui a rendez-vous avec lui-même. Et ça devrait conduire, me semble-t-il, les électrices et les électeurs à se déterminer dimanche et à ne pas rester chez eux. Qu'ils aillent voter, et massivement, pour celle ou celui, en tout cas pour François Fillon en particulier, qui veut éradiquer le terrorisme, éradiquer évidemment toutes ces tensions terribles que l'on vit et mieux protéger nos concitoyens. On reviendra sur les mots qu'il a utilisés notamment dans le meeting de Nice, sur les femmes voilées, sur le rapport qu'il a tenu sur les questions d'identité, c'est important, on en parlera dans quelques instants. Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que votre candidat, Nicolas Dupont-Aignan, était prévenu d'un risque imminent? Oui. Et des petits candidats, excusez-moi d'utiliser ce mot petit candidat, Nathalie Arthaud dit, mais moi on m'a pas prévenu, par exemple. Oui, non, on a été prévenu, d'autant plus que, effectivement, Nicolas Dupont-Aignan n'est pas un petit candidat, mais d'autant plus qu'il a une politique et des discours quand même assez offensifs à l'encontre du terrorisme islamique, et de manière générale, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Alors, il se trouve que la sécurité a été renforcée. On ne peut effectivement que saluer le travail à la fois de nos militaires sur les opérations extérieures, mais également des services intérieurs. Le renseignement aussi, qui dans des conditions vraiment très difficiles, et s'il y a un message politique à faire passer, je pense que c'est celui-là, c'est qu'il faut vraiment renforcer notre renseignement. Il faut plus de militaires. On voit aujourd'hui les militaires des opérations Sentinelle qui sont au bord de l'épuisement. Ils nous le disent, ils n'en peuvent plus. On a besoin de recruter des militaires dans notre pays. On a besoin de recruter les forces de police que malheureusement François Fillon avait supprimées avec Nicolas Sarkozy pendant le précédent mandat. Et au-delà de toute polémique, parce que j'ai vu certains... Non, pas de polémique, on l'aura compris. Non, mais Monsieur Vigier vient de réagir très bien. J'ai vu certains proches de Monsieur Fillon qui essayaient de récupérer le fait que c'était certaines déclarations qui m'ont... Non, mais moi je suis pas du tout dans la récupération. Non, mais justement, c'est ce que je souligne. Et ce qui m'a choqué. Et j'espère que cette menace, qui ne pèse pas uniquement sur Monsieur Fillon, malheureusement, récupération, excusez-moi, je vais donner la parole à votre celui qui représente le candidat de Monsieur Asselineau, mais récupération comment? En expliquant que le fait que M. Fillon soit visé, c'est parce que c'est lui qui a le meilleur programme pour lutter contre l'État islamique. Et moi, j'ai été choqué. J'espère qu'il n'y aura pas une polémique qui va s'amplifier, mais je pense que ces propos seront repris dans les heures qui viennent. Et j'espère que ça ne sera pas les éléments de langage des Républicains pendant les 2-3 jours qui viennent. Donc des proches de François Fillon qui espéreraient comme ça une embellie dans les sondages avec cette affaire des attentats, c'est ce que vous nous dites? Certains mettent en avant le fait que c'est M. Fillon qui était visé, et je pense que la menace, elle est malheureusement bien plus large que uniquement sur M. Fillon. J'espère que les faits, surtout, ne donneront raison à personne, et que tous les attentats seront déjoués, bien entendu. Vous êtes dans quel état d'esprit Écoutez, moi je pense qu'avant de tirer des conclusions hâtives sur ce genre de dossier, il faut évidemment prendre du recul. On n'aime pas réagir à chaud là-dessus parce qu'on n'a pas encore évidemment tous les éléments. Néanmoins, je tiens aussi évidemment à saluer les forces de l'ordre pour le travail qu'elles font. Il faut évidemment renforcer le budget militaire, ça a été dit. Nous, on veut le porter à 3% du PIB comme c'était le cas en 81. Mais ce qu'il faut souligner surtout, c'est que j'étais sidéré d'entendre les propos de François Hollande quand il parle de l'action extérieure, puisque l'action extérieure française, malheureusement, contribue au terrorisme en France. On sait très bien que l'action qui a été faite en Libye par M. Sarkozy ou ce qui a été fait en Syrie par M. Hollande, évidemment, contribue au terrorisme. Quand on massacre des familles sur place, il est bien évident qu'il y a un ressentiment, évidemment, qui n'est pas sain, mais malheureusement, il est là. Et la politique étrangère française a contribué malheureusement au terrorisme. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on le cautionne, qu'on l'excuse, mais on n'intervient pas en Syrie, par exemple. Ces guerres ne sont pas les nôtres, et dans le cadre de l'OTAN, nous faisons des guerres qui ne sont pas les nôtres, et c'est pour ça que François Asselineau propose la sortie de l'OTAN, puisqu'on est amené dans des guerres qui sont illégales au regard du droit international, et en plus qui détériorent massivement l'image de la France dans le monde. Emmanuel Rivière, avant de commenter le sondage Kantar, qui est intéressant parce qu'il est attendu pour voir évidemment à 5 jours la place des candidats, des 5 candidats, est-ce que ce type d'événement, à 5 jours d'une élection présidentielle extrêmement serrée, peut avoir une incidence dans le choix des électeurs? Je pense que moi je me reconnais pas une compétence à spéculer sur ce que pourrait être un attentat terroriste, mais le but du terrorisme serait effectivement celui-là. On a vu d'ailleurs dans le passé qu'il y a un objectif qui est clairement un objectif de frapper les esprits, de provoquer la sidération, et ça s'accompagne par un choix des lieux, des dates et des occasions. C'est évident que la tentation doit être grande de
dans l'élection présidentielle et dans ce moment de tension extrême et de ce grand moment démocratique, de créer la perturbation parce que ça donnerait un écho maximum à cette perturbation. Et donc, je pense qu'effectivement, la vigilance, je l'imagine, extrême du côté des forces de sécurité. Ce qu'on peut en revanche dire, instruit par les événements tragiques de 2015 et de 2016, c'est que ce que les Français détesteraient, attentat déjoué ou non, c'est qu'on donne le sentiment effectivement d'instrumentalisation. Ils ont détesté quand après l'attentat de Nice, ils ont eu le sentiment que la classe politique qui avait donné le sentiment de faire bloc face à un ennemi commun, c'est-à-dire ce qui sépare nos candidats, les candidats est infinitésimal par rapport à ce qui sépare les terroristes de l'ensemble de la communauté. Et quand ils ont le sentiment qu'il y a une désunion, et ça ajoute l'écœurement à la sidération. Philippe Vigier, donc il ne faut pas, en tout cas si je l'entends de la bouche du porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan, avoir cette tentation de récupération politique sur la thématique. C'est François Fillon qui a le discours le plus radical contre l'islamisme, donc il est logique que ça soit lui qui soit visé. Je précise que François Molins, le procureur de la République, s'exprime en ce moment même et tient une conférence de presse, j'imagine, pour clarifier un certain nombre de points précis sur les intentions de ces deux terroristes. On écoutera tout à l'heure la déclaration de François Molins. Non, mais moi, il y a une chose que je voudrais dire, il ne s'agit pas de récupérer, il s'agit de dire qu'on a bien compris une extrême tension. Et que la lutte contre le terrorisme, elle doit être implacable. Et là où vous faites erreur, une très grave erreur, parce que je suis allé au Mali, je suis en Afghanistan, il faut aller sur ces foyers, pas seul, il faut y aller ensemble, les éradiquer. C'est une faute considérable. Ensemble. Imaginez, ensemble. Mais oui, je dis bien. Je dis bien, non, mais attendez, laissez-moi, je ne vous ai pas interrompu, pardonnez-moi, mais qui est-ce qui finance les opérations extérieures? C'est la France. À quel montant? 1,2 milliard. Ce qu'il faut, c'est que les partenaires européens soient là. Et nous, ce que nous proposons, c'est naturellement de les associer. Et s'ils ne veulent pas financer, eh bien, que la contribution que l'on apporte à l'Union européenne pour son fonctionnement, eh bien, on déduit la somme qui est utilisée pour les opérations extérieures. Si nous n'allons pas taper ces foyers terroristes, je suis désolé, mais à l'Assemblée, lorsqu'il s'est agi pour la déchéance de nationalité, de dire des choses fortes, d'interdire les gens qui sont allés faire le djihad de revenir sur notre pays, là-dessus, il ne peut pas y avoir de fragilité dans l'expression. Imaginez qu'on va ériger des frontières au bord de la France, ça n'a pas de sens. Quant aux 3% du PIB, 60 milliards, vous les prendrez où? Le budget de la défense, vous savez combien c'était actuellement? C'est 32 milliards. On a eu du mal à le maintenir. Déjà, le jour, il ne faut pas raconter n'importe quoi aux Français. Non, mais déjà, le jour où on aura mis 40 milliards d'euros sur la table, sinon vous me direz, là, vous prenez l'argent. Je vais vous le dire. Alors répondez, et Damien Lempereur, répondez, Charles-Henri Gallois. Nous, déjà, on sort du paradigme. Vous les prenez où? On sort du paradigme dans lequel vous êtes. Déjà, nous, on sort de l'Union européenne, donc on fait des économies considérables. Déjà, vous savez qu'on donne beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'on en reçoit. On donne combien chaque année la différence? 23 milliards d'euros, on en reçoit 14. Il y a 9 milliards d'euros à récupérer mais on fait par pas que l'Union ça avec européenne. ça. Attendez, j'ai pas fini, je vous ai pas interrompu. Donc il y a 9 milliards récupérés. Voilà. Et après, on va récupérer également, de par les cofinancements et les condamnations pécuniaires que subissent la France chaque année, c'est de l'ordre de 5 milliards d'euros. Et surtout, c'est faux. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ce chiffre est faux. Pardonnez-moi, je suis à la commission des finances, que vous dites est une contre-vérité. Je ne vous la laisserai pas dire. Je vous le montrerai, j'ai pas fini. Allez-y, il l'a dit. Mais si vous m'interrompez tout le temps, on arrête le débat. Non, mais il ne faut pas dire des choses fausses, parce que le débat politique impose de dire la vérité. Selon vous, mais j'ai les chiffres, vous inquiétez pas. Allez-y, Et terminez. il y a aussi de l'argent qu'on peut récupérer en sortant de l'Union européenne sur la fraude et l'évasion fiscale. Vous savez que le Sénat l'évalue entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Or, en sortant de l'Union européenne, on sort de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui empêche, qui du moins met la libre circulation des mouvements de capitaux. Et c'est en mettant le contrôle des mouvements de capitaux qu'on peut lutter contre la lutte. Mais pardonnez-moi, il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été prises. Vous n'échapperez pas dans ce phénomène, pardonnez-moi, d'évasion. Vous n'échapperez pas à ce phénomène d'évasion fiscale. Même les entreprises continueront de mettre, comme vous le savez, dans d'autres pays européens ou d'autres pays du monde, des paradis fiscaux. Il n'y aura pas ces rentrées fiscales. Il n'y avait pas ces chiffres. Vous vendez du rêve. Il n'y avait pas ces chiffres quand il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. Il est bien évident qu'il faut être sérieux si on veut lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Que font les banques? Il faut mettre en place le contrôle des mouvements de capitaux. Et nous, on estime qu'on peut récupérer 20 milliards d'euros là-dessus. Donc le compte est bon, monsieur. Vous savez, le compte est bon. Vous savez compter. On est même au-dessus. On n'est pas aux chiffres et aux lettres, je tiens à vous le signaler. Mais le compte est bon. C'est faux. Selon vous, encore une fois. Damien Lempereur, un mot
un mot, je vous ferai le petit cours après. vos propositions, moi aussi. et j'aimerais qu'on voit un sujet N'hésitez sur pas. François Fillon afin de dévoiler le sondage Kantar qui est très intéressant parce que je sais que les Français ce soir attendent ces sondages. Oui, alors vous je vais pas me écoute. faire l'arbitre du débat puisque je pense que je suis assez surpris d'entendre Monsieur Vigier qui tient sur ces thèmes-là. Alors, j'ai revu votre côté fédéraliste européen ressortir. Je n'ai pas parlé de fédéralisme européen. Non, mais un discours Gardez très ce mot dans votre différent. bouche. Un discours très différent de celui de votre candidat, qui est très critique, et d'ailleurs je pense que c'est ce qui Mais a vous ne plu m'avez chez jamais beaucoup de écouté Français, expliquer ma vision qui européenne. est très critique vis-à-vis de l'Union européenne, Mais je le qui suis critique la également. CEDH, qui a finalement un discours très opposé à celui que vous Mais venez pas de du dire. tout. Mais on Je sait ne- très bien, mais- on sait mais très bien c'est- que mais c'est l'UDI, facile, vous on voyez. sait très bien que l'UDI n'a pas rejoint M. Fillon par conviction Mais- et plutôt par intérêt. Donc il est évident qu'il y a énormément Vous allez répondre. Non, là vraiment. par intérêt politique. Là, c'est le niveau politique. C'est la Zéro. vérité. Pas du Monsieur tout. le député, On a la c'est même. la vérité. Mais pardonnez-moi, c'est votre vérité à vous, mais votre Vos vérité. convictions Votre vérité. européennes ne sont Votre- pas celles qui sont affichées par votre mais candidat. pas du tout. C'est pas grave. Moi, Mais je il faut le dire considère que. calmement. Je considère. Gentiment. Je Vous considère. savez, on est qu'il parti faut- des attentats au débat européen. C'est très Absolument, intéressant. non, mais, Mais c'est c'est facile. non, mais non, c'est mais pas pour inintéressant, exister, parce que c'est la matrice. pour exister, les candidats, les petits partis essayent, ou les petits soyez pas candidats déjà essayent. dans la il y a pas de- Constitution, vous il y a la pas de connaissez précision. en Attendez, chacun ses- Dans la chacun- Constitution, il n'y a pas de Par petit un, ce sera candidat. mieux si vous Oui. êtes deux. Vous savez, je vais faire comme Marchi à l'époque, puisque vous êtes tous les deux, Ouais. j'aurai 2 fois votre temps de parole. Donc je Ouais, vous c'est réponds bien. très simplement. Chacun son tour. Sur l'Union européenne, nous sommes parfaitement. Enfin, moi, je pointe les dysfonctionnements de l'Union européenne au quotidien. Ne me parlez pas de fédéralisme, je ne suis pas un fédéraliste. Donc, voyez, vous vous êtes trompé. Malheureusement, vous avez dû venir m'écouter lorsque je parle Europe, et vous verrez que vos propos, vous ne pourrez plus les tenir. à une Et la position deuxième officielle. chose que je tiens Terminé, à vous Philippe dire, Vigier. c'est pas, je suis désolé, j'ai toujours été quelqu'un qui défendait l'union de la droite et du centre. Je n'ai pas changé d'idée, de rassemblement. Ça ne vous arrange pas, je peux le comprendre, mais ça a toujours été ce qui a guidé mes convictions. Ici, à l'Assemblée nationale, comme dans mon... Emmanuel Rivière, intervention et puis notre sujet sur François Fillon et sa campagne. Je vous rappelle la manière, et je trouve que c'est intéressant de voir comment la question européenne s'invite dans le débat présidentiel. C'était pas la question qu'on attendait. Mais en Et fait, elle était centrale. Elle est centrale. Et oui. Elle est On en parle centrale parce que un grand nombre des sujets qui sont les sujets clés pour les Français, la question de l'emploi et de son avenir, la question du système de protection sociale, la question de l'immigration, la question de notre Elle sécurité, passe par l'Europe. Sécurité. pose la question du rapport de la France au reste du monde et passe par l'Europe. Je trouve qu'il y a une autre question qui est très présente dans cette élection, puisque on va parler des enquêtes, mais ce que disent aujourd'hui les enquêtes, c'est qu'il pourrait n'y avoir au second tour aucun des deux principaux partis. Ce n'est pas une certitude, mais c'est une possibilité, et ça se jouera à très peu. Et je crois qu'une partie de la question posée, c'est aussi celle de la compatibilité de notre système politique avec ce nouvel ordre dans lequel on s'inscrit. Alors, la demande de changement et la demande de réforme, qui est en partie incarnée par les candidats qui ne sont pas parmi les favoris, mais qui est aussi appropriée par la plupart dans le quatuor de tête, pose une vraie question qui font de ces élections une élection de transition, je crois, dans notre système politique. Transition. Regardez justement cette campagne de François Fillon qui, alors, peut-être fait un segmentage, je parle sous le contrôle d'Emmanuel Rivière, mais qui s'adresse à un certain public lorsqu'il fait un meeting. Écoutez, regardez ce sujet de Stéphanie Despierres, meeting à Nice qui s'est pas excessivement bien passé. Des fémènes qui sont venus perturber le meeting chez Marine Le Pen et chez François Fillon, vous allez le voir. Quelques problèmes avec Christian Estrosi. Il était sur ses terres, il a été sifflé, Christian Estrosi. Regardez ce sujet. Tout ne lui est pas pardonné et surtout pas sa rencontre avec Emmanuel Macron début avril. Christian Estrosi est pourtant chez lui à Nice, mais quand il prend la parole, une partie des militants siffle. Je crois ne jamais avoir sali ma famille politique. Et j'appelle toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs à se lever, à se dresser, s'ils veulent que nous soyons rassemblés dimanche prochain pour la victoire de François Fillon. À 6 jours du premier tour, la droite ne semble pas tout à fait unie. Et pourtant, ça va mieux. François Fillon remonte dans les sondages. Il talonne désormais Marine Le Pen et Emmanuel Macron. En dépit des vents contraires, je porte le désir puissant d'alternance qui traverse la France. La campagne a été rude. Ils ont voulu nous faire croire que la nomination des sondages valait élection. Eh bien, je les ai déjà surpris une première fois à la primaire. On va les surprendre une seconde fois à l'élection présidentielle. Dans ce fief de la droite, François Fillon revient à un discours musclé.
Autorité, sécurité, contrôle de l'immigration. Et sur l'identité française, il raille les positions de deux de ses principaux adversaires. On commence à se demander de quelle France nous parle M. Macron ou M. Mélenchon. On découvre subitement la France open space de M. Macron et la France bolivarienne jumelée avec Cuba de M. Mélenchon. Comme leur candidat, ses supporters croient à nouveau en la victoire. Il y a une dynamique qui se crée autour de lui parce qu'il a une carrure, parce que les affaires, finalement, les gens sont passés au-delà de ce problème. J'ai rencontré beaucoup de gens qui voulaient s'abstenir ou qui ne savaient pas pour qui voter, qui m'ont dit qu'ils voteraient Fillon. Je ne suis pas extrêmement fan du personnage, mais bon, il est de droite, il représente mes idées, donc bon, là, je viens l'entendre quand même. Ce soir, François Fillon sera à Lille pour son dernier grand meeting avant le premier tour. Voilà, meeting à Lille, ça c'est ce soir. Et écoutez, Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'il avait évoqué une prise de parole dont on ne connaissait pas la date. Il avait évoqué une prise de parole fin de semaine. Et il a pris la parole cet après-midi pour un message face caméra sur son compte Facebook et Instagram pour soutenir son candidat et appeler au rassemblement. Écoutez-le et on débat juste après. J'ai travaillé 5 ans avec François Fillon. Il a été mon Premier ministre. Je sais que nous pouvons lui faire confiance. Dimanche prochain, il faut se rassembler pour éviter cette maladie si fréquente à droite de la division. Ce choix, c'est un choix de conviction. Dimanche prochain, je vous demande de vous rassembler derrière François Fillon. Philippe Vigier, vous êtes satisfait ce soir de cette prise de parole plus tôt que prévu? On l'avait annoncé fin de semaine. Nicolas Sarkozy prend la parole, droit dans les yeux, et soutient François Fillon. C'est un plus qui va l'aider dans les sondages qu'on va voir dans quelques instants ou pas? Et quand on est à J-5, c'est rassemblement général. Rassemblement général, Nicolas Sarkozy qui vient de s'exprimer, Alain Juppé sera une visite, aux côtés, pas de meeting. Alain Juppé sera aux côtés de François Fillon demain matin, et centristes tout faisant campagne. De manière à ce que ce rassemblement de la droite et du centre se concrétise dimanche, parce que c'est la dernière ligne droite. Là maintenant, il n'y a plus d'état d'âme à avoir. Dimanche, il faut savoir si oui ou non on a droit à un débat Mélenchon-Le Pen. Ça peut arriver. On faisait référence à l'Europe. Exclu. Enfin, rien à exclure. Je pense. Soit on fait du Hollande bis pendant 5 ans. Voilà, donc si c'est pas Emmanuel Macron qui, dans le sondage Kantar One Point, on va le voir tout de suite et je vous le présente, regardez, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Alors même s'il connaît évidemment une progression assez impressionnante depuis presque une semaine, c'est Emmanuel Macron là qui est stable. Emmanuel Rivière 24, Marine Le Pen 23%, elle perd un point. François Fillon est à 18,5 mais fait plus 1,5 chez vous, chez Kantar. Jean-Luc Mélenchon 18. Il se stabilise, et Benoît Hamon qui perd un point à 8, mais 8 c'est le chiffre finalement, même chez vos concurrents et confrères, Benoît Hamon est à 8, il a décroché. Regardez, voilà, les autres candidats, pour ne pas les appeler les petits candidats, parce que c'est important de ne pas utiliser ce vocable. Nicolas Dupont-Aignan progresse de plus 0,5, il est à 4. Donc il se détache. Philippe Poutou, 2, mais régresse. On a déjà oublié sa petite phrase lors du débat. Voilà, moins 0,5. Jean Lassalle, lui, est à 1, plus 0,5. Lui progresse, en revanche. François Asselineau est à 1 et il est stable. Et Nathalie Arthaud est à 0,5, stable. Et Jacques Cheminade est à 0,5. Moins de 0,5. Moins de 0,5. On est là, excusez-moi, parce que beaucoup de Français commencent à un petit peu gratter les sondages. C'est les marges d'erreur pour Jacques Cheminade. Enfin, comment ça se passe? Alors, la marge, quand on est à ces niveaux-là, la marge d'erreur est beaucoup plus faible, mais il aura des voix, pour peut-être un demi-point, voilà, difficilement un point. De toute façon, alors on va éviter de parler de petits candidats, mais il y a des candidats qui, pour les Français, sont moins connus, moins identifiés, qu'ils découvrent sur le tard, avec des capacités à les séduire, à les captiver. Il y a aussi une logique, et c'est faire injure à personne, la logique de l'élection présidentielle est pas favorable à ceux qui sont pas portés par un courant politique massif, qui ne disposent pas des mêmes moyens, qui ont consacré d'ailleurs une grande partie des moyens à récolter les parrainages. Oui, et ça prend du temps, ça, c'est compliqué. Campagne. Les élections présidentielles antérieures nous ont expliqué qu'il y avait beaucoup de monde entre 0 et 5. Emmanuel Rivière, les autres candidats, puis il y a les 4 candidats. Ce soir, beaucoup de médias, les journalistes expliquent qu'on est dans un mouchoir de poche. Comment vous analysez, vous, ce schéma à 4? Ces 4 candidats potentiels qui, pour les 4, peuvent être au second tour? Ou est-ce qu'il y a quand même 2 leaders, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, et puis 2 autres derrière qui vont tenter jusqu'au bout de rattraper le retard? Est-ce qu'on peut le voir comme ça? Alors, il y a déjà une première lecture pour rebondir sur ce que disait Philippe Vigier, ou ce que disait d'ailleurs François Fillon lui-même dans le sujet, entre une logique d'alternance
qui est celle qui correspondrait à la logique habituelle de l'élection présidentielle ou des élections de dévolution du pouvoir, qui fait qu'après la gauche c'est la droite, et puis après la droite c'est la gauche, et une logique de grand brassage où finalement la présence dans ce quatuor de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron montre bien l'envie de rebrasser complètement les cartes. Alors, François Fillon pourra dire, moi c'est les deux. Mais en l'occurrence, on voit bien que les partis politiques traditionnels sont en difficulté. Et d'ailleurs, quand on regarde des tendances lourdes qui commencent bien avant la campagne, le nombre de sympathisants les Républicains et le nombre de sympathisants socialistes ce qu'on mesure dans toutes nos enquêtes pour bien analyser les choses, est en régression continue depuis 5 ans. Il se tourne vers quoi? Le vote blanc, vers la pêche ou vers des mouvements et le Front National, le Front de gauche dans ses différentes composantes, mais surtout le parti de gauche, et puis le nombre de Français croissant qui ne se reconnaissent plus dans aucun parti. Vous en pensez quoi, Damien? C'est très juste, mais vous qui êtes à 4 et Nicolas Dupont-Aignan qui se détache finalement de ce groupe des fameux petits candidats. On va faire beaucoup mieux, parce que ce que M. Rivière oublie de dire, mais il va n'ai pas eu le temps de dire. Voilà, il va le confirmer. Il vous le confirmera. C'est que la chose qui est très nouvelle aussi, je pense, pour cette élection, c'est le nombre de millions de Français qui déclarent, qui disent vouloir aller voter, mais qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Ça représente plus de 15 millions de Français aujourd'hui qui nous expliquent que leur choix n'est pas fait. Et nous, puisque vous parlez de Nicolas Dupont-Aignan, l'Institut Cantar a estimé, calculé notre potentiel électoral à 18%, l'IFOP 20%. Ce sont des gens qui se disent, je ne sais pas pour qui je vais voter, mais je pourrais voter pour Nicolas Dupont-Aignan. Et nous, dans les 5 jours qui nous restent, on n'a qu'une seule idée en tête, qu'un seul objectif. Et c'est jour après jour. C'est faire en sorte que ces 18% de personnes qui disent pouvoir peut-être voter pour nous, votent pour Nicolas Dupont-Aignan. Parce que si on a quelques millions de personnes qui votent pour nous, on ne sera pas à 4-5%, on sera beaucoup plus haut. Et plus Nicolas Dupont-Aignan sera haut au soir du premier tour, plus il pourra peser dans la vie politique dès le lendemain du premier tour. Est-ce que vous risquez, je vous pose la question abruptement, et je la poserai de la même manière à Nicolas Dupont-Aignan, mais puisque vous êtes son porte-parole, je vous la pose. Est-ce que vous avez le sentiment, avec ce score, de peut-être faire trébucher François Fillon? Est-ce que la percée de Nicolas Dupont-Aignan peut être un échec potentiel pour François Fillon? 2 points, 2 points et demi qui pourraient lui manquer pour accéder au second tour. Je pense que malheureusement, l'échec de M. Fillon, il ne peut se le reprocher qu'à lui-même. Et finalement, la taubira de M. Fillon, je crois que c'est lui-même. Et je suis pas sûr que les électeurs qui aujourd'hui viennent chez nous et qui viennent de chez M. Fillon... Vous avez des déçus de la Fillonie? Oui. On en est même très fiers. On récupère des cadres des Républicains locaux dans certains départements qui nous rejoignent. Ils nous rejoignent parce qu'ils ont été déçus, trahis. Je ne suis pas sûr que ces gens-là qui nous rejoignent, parce qu'ils pensent se reconnaître plus dans nos idées, si on n'était pas là, je ne suis pas sûr qu'ils voteraient encore pour M. Fillon. Et c'est vrai, quand on regarde les partis quand même de gouvernement qui ont gouverné pendant plus de 30 ans, PS, UMP, et quand on regarde le sondage que vous venez d'afficher, qui est très intéressant, ils sont à 26%. Vous avez les partis qui se sont partagés le pouvoir pendant 30 ans, et ils seront plus bas le soir du premier tour. Mais c'est historique. Et moi, ce que je veux, c'est pas simplement qu'on se débarrasse de ceux qui ont échoué, c'est qu'une force nouvelle, et j'espère que ça sera debout la France, puisse s'imposer pour éviter que le pays tombe dans des aventures qui sont celles des deux fronts. Vous en pensez quoi, Charles-Henri Gallois? Moi, je pense... Chez M. Asselineau, qui lui pense le Frexit, c'est-à-dire revenir comme ça à nos frontières. Non, il n'y a pas de comme ça, on peut sortir de l'Europe, on s'ouvre sur le monde. Tout en étant ouvert. Et je pense que les Britanniques ne vont pas devenir la Corée du Nord. Il y a beaucoup d'inquiétudes chez les Britanniques. Non, je pense d'ailleurs, il y a eu un sondage récent, puisque vous parlez des sondages, qui montrait que maintenant 55% des Britanniques appuieraient le Brexit. Donc je pense qu'il y a un appui massif, et c'est d'ailleurs pour cela que Theresa May a convoqué des élections, parce qu'elle va avoir un appui massif. Et c'est pour cela d'ailleurs que votre candidat parle des bookmakers. Excusez-moi, ça a été repris dans les médias, je voulais vous poser la question. C'est vrai, les bookmakers misent sur votre candidat Asselineau? Ils le mettent en tout cas, ils le mettent en 5e position, mais nous on fait peu de cas, que ce soit des bookmakers ou des sondages. C'est lui, c'est votre candidat qui le dit. Je pense d'ailleurs qu'on passe beaucoup trop de temps à commenter les sondages plutôt que de parler du programme. Si on calculait le nombre d'heures cumulées où les médias passent leur temps à commenter les sondages plutôt que de parler des programmes, moi je pense que les 30% d'indécis dont on parlait préféraient savoir justement pourquoi le Frexit, pourquoi on veut mettre en place, plutôt que de dire le club des 5 fait X% des voix dans les sondages. Ça n'a absolument aucun intérêt politique. Justement, un petit extrait de votre candidat sur le Frexit, parce que c'est quand même un des éléments clés de sa campagne. C'est comme ça que François Asselineau s'est fait connaître. C'est comme ça qu'il milite. C'est le candidat du Frexit. Écoutez ce qu'il dit, et puis on va pouvoir en débattre juste après. Puis on reviendra sur ma métaphore cycliste. Je voudrais savoir quand même comment les choses peuvent potentiellement se passer pour le premier tour dimanche prochain. Écoutez François Asselineau.
je propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN dès mon installation à l'Élysée par la mise en œuvre immédiate de l'article 50 du traité de l'Union européenne et de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. C'est ce que l'on appelle le Frexit. Je suis le candidat du Frexit. Le Brexit, Philippe Vigier, comment vous regardez François Asselineau? Comment vous regardez, excusez-moi de revenir sur l'Europe, parce que c'est quand même une thématique qui reste très structurante dans cette campagne, avec, c'est vrai, François Fillon, ses guinistes, voilà, Philippe Seguin qui était contre Maastricht, sa position sur l'Europe est compliquée, elle est complexe. Il a évolué sur l'Europe, il réaffirme l'ancrage européen de la France, il le réaffirme, il faut une France forte avec une Europe forte. Et puis cette sortie, pardonnez-moi, mais ça sera un échec terrible. Regardez les Anglais. Mais c'est vous qui le dites, monsieur. J'ai discuté il y a quelques jours avec celui qui est en charge de mettre en place le Brexit. Vous savez, il s'appelle Michel Barnier. Et il m'a bien expliqué. C'est lui qui le met. Il m'a bien expliqué le temps que passaient les Anglais à voir comment ils pouvaient s'assurer que, il n'y ait pas une déflagration économique pour eux. La preuve en est. Ça vous a pas échappé il y a 15 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que la City à Londres a essayé de fusionner avec la Banque de Francfort. D'ailleurs, c'est l'Union européenne qui s'est opposée à cela. Parce qu'ils ont très très peur de l'industrie de la finance qui risque évidemment de disparaître du territoire. Francfort ou Paris d'ailleurs. Et moi, je vous dis une chose, c'est que si jamais on sortait, même Madame Le Pen ne veut plus sortir parce qu'elle a dit on refera un référendum et on verra tout ça une fois les élections espagnoles et les élections italienne. Jamais vraiment proposé, donc, mais oui. Je vais vous dire, donc moi c'est normal que vous défendiez votre candidat avec acharnement, c'est votre boulot. Je voudrais simplement rappeler au représentant de Nicolas Dupont-Aignan que lorsqu'il critique... Vous les craignez, Nicolas Dupont-Aignan, qui pourrait vous prendre des voix. Moi je connais bien Nicolas Dupont-Aignan, pour lequel j'ai d'ailleurs plutôt de l'estime. Simplement, il ne faut pas oublier, il a été chef de cabinet d'un ministre qui s'appelait François Bayrou. Il a participé au système, il a été député républicain à UMP. Il a été de tous les combats. Et d'ailleurs, il y en a un que j'ai mené avec lui. Vous l'avez oublié, vous avez l'UDI. Vous auriez dû ne pas l'oublier. Votre parti. Non, je vais vous dire. Au moment du traité de Lisbonne, c'est la différence. Je l'ai conduit ici. C'était quoi? C'est le temps d'équité de parole et d'égalité. C'est moi qui ai mené le combat dans cette maison pour que les candidats, qu'il n'y ait pas de grands candidats et de petits candidats, pour qu'il y ait un pied d'égalité. Mais là où Nicolas Dupont-Aignan se trompe, c'est que s'il manque 0,5 points à François Fillon pour être au deuxième tour, il devra réfléchir à sa responsabilité. Et j'ai pas envie de vivre. Vous répondez, le Charles-Henri Gallois. Avril 2002 à l'envers. C'est tout ce que je dis. Je le dis très amicalement, mais je le dis. Je vous indique qu'on a une sentinelle citoyenne. Elle s'exprimera dans quelques instants. Je donne juste une question. Est-ce que, oui ou non, vous qui sondez les cœurs des Français depuis plusieurs semaines, est-ce que Nicolas Dupont-Aignan peut faire trébucher François Fillon, qui effectivement progresse ce soir encore, plus 1,5% dans le sondage, dans le dernier? Est-ce que les voix de Nicolas Dupont-Aignan peuvent lui manquer? Je pense qu'il ne faut pas inverser la causalité. C'est-à-dire, s'il manquait des voix à François Fillon, ce serait en raison de la difficulté dans laquelle François Fillon s'est trouvé, d'une très forte dégradation de son image, qui reste vraie d'ailleurs. Beaucoup d'électeurs lui reviennent aujourd'hui, non pas en nous disant tout va bien avec François Fillon, ce qu'on a entendu, mais en nous disant soit, c'est le meilleur programme. Voilà, c'est ça. Il se bouche le nez. Il se bouche le nez, c'est-à-dire que c'est pas un choix passion, c'est un choix raison. En fait, dans la course cycliste, le 3e et le 4e sont dans des situations assez symétriques et opposées au miroir. Il y a des gens qui voudraient bien que ce soit François Fillon, mais ils aimeraient bien que d'autres fassent le boulot qu'eux, parce que voter François Fillon leur est compliqué. Je parle pas de son noyau dur, je parle des hésitants. Il y a des gens qui sont très tentés de voter Jean-Luc Mélenchon, mais qui se disent oula, est-ce que vraiment c'est Jean-Luc Mélenchon? Là encore, il y a des gens qui sont convaincus qu'il faut Mélenchon comme président, mais il se trouve que c'est celui qui a la plus faible proportion parmi son électorat de gens qui pensent que c'est le bon président pour la France. Ils sont 75%, c'est déjà pas mal, mais il y a un quart de l'électorat aujourd'hui déclaré pour Jean-Luc Mélenchon qui ne dit pas oui, je souhaite que ce soit lui qui gagne. D'autant qu'il dit qu'il sera le dernier président de la 5e, puisque c'est un discours. Et Charles-Henri Gallois. 15 millions d'indécis, et le taux de solidité, et taux de solidité sur les candidats est assez faible. En dehors de Marine Le Pen et François Fillon, les deux autres sont à 60%. C'est-à-dire que la friabilité est très forte. Ça veut dire que vraiment, c'est les derniers jours où tout va se passer. Je vais tout ouvert. Ensuite, les indécis n'hésitent pas entre les 11. D'accord. On aurait pu imaginer que Macron consolide. Et Charles-Henri Gallois qui veut s'exprimer, et notre sentinelle, Georges Grosy. Je voulais juste revenir sur le Brexit, parce que vous savez, il y a eu beaucoup de contre-vérités qui ont été dites, et le projet de la City dont on parle, c'était ce que les Britanniques appelaient le Project Fear. Moi, je regarde pas les plans sur la comète, je regarde les chiffres et la réalité. Et la réalité, c'est que le chômage au Royaume-Uni est un plus bas historique
et aussi que de grandes entreprises, que ce soit Nissan, Google, Facebook, etc., investissent en masse au Royaume-Uni, et ils n'investissent pas pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans, ils investissent Il y a 300 PME qui sont en train de sortir pour 10 ans. Donc, contrairement à ce que dit monsieur, il y a des fonds qui quittent l'Angleterre. Si on regarde les chiffres actuels, le Royaume-Uni se porte très bien, et c'est même le pays qui se porte le mieux, et dont le FMI a dû rehausser le taux de croissance, et c'est pas je crois qu'une dévaluation de 15% des retraites. Je vais défendre le gouvernement de M. Hollande, et l'échec des 5 années, je l'ai suffisamment pourfendu ici. Alors, sous M. Fillon, il y a 1 million de chômeurs de plus et 500 milliards de dettes. 500 milliards de dettes, on n'avait jamais vu ça depuis Vercingétorix. Donc je vous le mets à votre crédit. Depuis Vercingétorix, je vous le mets à votre crédit. Je vous le mets à votre crédit. On n'était pas en euros à l'époque. Juste une chose, la crise financière de 2010, celle-ci vous l'avez pas vue, il ne s'est rien passé en France. Mais je vous invite à relire tout ça et vous verrez que vos connaissances s'amélioreront. Je le connais très bien, monsieur. Vraiment. Georges, vous êtes notre acteur pour savoir. Oui, bien sûr. Vous êtes notre sentinelle. Les citoyens peuvent aussi avoir leur avis, et c'est vrai que la situation dans l'Union européenne est moins bonne que celle. Est-ce que j'ai dit le contraire? Et pourquoi elle est moins bonne? Parce que la politique qui a été conduite ces 5 dernières années est une politique qui n'a pas permis. Les années avant. Mais oui, non, mais c'est malheureux. Je ne veux pas vous rappeler quand même. C'est passionnant parce que c'est un débat autour de l'Europe. On a évidemment. Vous avez tous les trois. Quand tous les grands choix sont définis par l'Europe, il est évident qu'on ne peut pas exonérer. Il n'y a aucune directive qui soit appliquée sans que la France dise oui. Vous le savez bien sûr. Il n'y a aucune. Les traités européens n'existent pas, monsieur. Il n'y a aucune transcription d'une loi européenne, d'une directive. Il n'y a aucune transcription d'une directive qui ne se fasse sans que la France, à un moment ou un autre, n'ait pas dit oui. Mais si elle n'est pas d'accord, si elle n'est pas d'accord, elle est condamnée. Si elle n'est pas d'accord, elle est condamnée par la Cour de justice. Les gouvernements se cachent derrière le petit doigt et ne veulent pas dire qu'ils sont à Bruxelles. Non, alors, c'est la vérité. Écoutez Georges, on les paye pas. Et écoutez Georges, notre sentinelle, elle est connectée devant sa webcam. Je la salue, puis je donne l'information que François Molins indiquait qu'on avait retrouvé un drapeau de l'État islamique, puisqu'on avait ce débat au début de l'émission, et donc je vous la donne au fil de l'eau, nous sommes en direct, un drapeau d'État islamique chez ces 2 hommes, un drapeau qui avait été retrouvé en 2016, donc des personnes qui étaient connues des services de police. Georges, on vous écoute. Vous faites partie de quel type de citoyen si les sondeurs devaient vous appeler ce soir pour un sondage? Hésitant, votre vote est sûr, vous savez pour qui vous votez? Dites-nous. Mon cœur aurait voté Mélenchon, mais ma raison me commande d'aller vers Macron, quoi, qui est le renouveau, quoi, tout simplement. L'image, elle est bloquée là un peu, hein. Oui, c'est pas grave. Elle est pas terrible, l'image. Moi, c'est pas grave. Non, mais on vous entend. Oui, donc voilà, je suis pas du tout indécis, et je pense que c'est plus que 60%, ça s'est consolidé pour Macron. Je crois qu'il tourne autour des 70 maintenant. Voilà. Je voulais. Donc ça progresse en tout cas. Bref, ça progresse. Donc moi, j'ai plein de trucs là qui me viennent à l'esprit là. Allez-y, c'est le moment. Voilà. Donc concernant Dupont-Aignan, oui, je rigole un peu parce qu'effectivement, j'ai vu un tweet de Valérie Pécresse qui disait que c'était un danger, que c'était un instrument de la gauche. Donc c'est vraiment n'importe quoi de la part de Valérie Pécresse à mes yeux. Bah oui, vous voyez, Georges, c'était ma question tout à l'heure. Ouais. Et puis, pour en revenir à la question du débat, a-t-il raison d'y croire? Ben oui, il a raison d'y croire, parce que là, je fais part de ma sidération qui est encore 20% à peu près, enfin entre 18 et 20% de personnes qui sont prêtes, qui soutiennent donc Fillon, qui est pourtant convaincu, même s'il est blanchi dans l'affaire Pénélope, hein. Il est quand même, il a démontré une cupidité, une avarice, le parjure, tout ça. Je me dis, mais c'est incroyable qu'il y ait encore 20% de gens qui le soutiennent. Donc voilà. Merci Georges. Ce d'autant plus que Sens commun maintenant le soutien. Il a évoqué d'entrer au gouvernement. Le MNR avec Maigret vient de rejoindre, appelle à soutenir Fillon au premier tour. Alors je voudrais à Monsieur Vigier, qui est quelqu'un de modéré. Comment il peut ressentir ça? Quelqu'un de l'UDI, quoi. Allez-y, Philippe Vigier. Vous êtes interpellé? C'est une question qui est posée. C'est vrai que la justification sur Europe 1 de François Fillon, c'est de dire, moi, je peux gouverner avec des gens de sens commun, jusqu'à François Barin, le laïc, celui qui défend les valeurs laïques. Et puis c'est vrai, Georges, je vous interpelle, vous êtes un modéré, comment le MNR qui apporterait son soutien, l'idée quand même que François Fillon est en train comme ça d'aller chercher des voix au Front National, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on entend. Qu'est-ce que vous dites ce soir? Non, mais je me souviens de 2012, on expliquait tous les jours que Nicolas Sarkozy allait chercher les voix au Front National. C'était un procès qui lui était fait régulièrement. Moi, vous savez, je suis modéré, j'ai jamais changé, je suis au centre droit de la vie politique française, c'est très simple. Toutes les choses qui iront dans le bon sens, on les soutiendra. J'ai pas de doute pour le moment sur le projet tel que François Fillon va le décliner.
Son équipe gouvernementale n'est pas constituée lorsqu'elle sera organisée, lorsqu'elle sera en place. Il y a des sujets sur lesquels, sur l'Europe, sur la famille, sur l'interruption volontaire de grossesse, sur ce sujet-là, je crois avoir marqué ces 5 dernières années, au moins ces 5 dernières années marquent pour moi des choses très fortes que j'ai posées, et je ne changerai pas par rapport aux principes qui ont toujours été les miens. Sens commun, l'idée que vous puissiez, que François Fillon puisse gouverner avec sens commun, qui est potentiellement la sifflée. Est-ce qu'il allait revenir sur l'IVG? Mais il a répondu non, terminé, c'est un procès qu'on a essayé de monter contre lui. PMA et GPA, il n'a pas changé d'avis. Nous n'avons pas changé d'avis non plus, nous, à l'UDI. Voilà. C'est très simple. Sur le mariage pour tous, certains dans mon groupe ont voté, d'autres se sont abstenus, d'autres ont voté contre parce qu'il y avait une liberté d'expression. Et cette liberté d'expression, elle sera préservée. Donc il y aura des déçus. Il y aura des déçus. Est-ce qu'il y a une porosité? Mais il y aura des déçus dans toutes les familles politiques. Regardez à gauche, comment elle est fracturée cette gauche. Regardez les Républicains. Donc c'est une recomposition de la droite. Regardez les socialistes. De toute façon, il y aura une recomposition politique au lendemain. On voit bien qu'il y a les anti-européens. Moi, je leur en veux pas. Je leur dis simplement qu'ils font fausse route. Il y a ceux qui veulent une autre Europe. C'est mon cas. Une Europe, oui, mais pas la même que celle que nous vivons à l'heure actuelle. Celle-ci, on doit la modifier. On voit bien quels sont les dysfonctionnements, qu'est-ce qu'on doit changer. Mais s'isoler, c'est une folie folle. Et cette folie, moi, je ne veux pas la vivre. Emmanuel Rivière, juste un tout petit mot. Je donne la parole, Charles-Henri Gallois. C'est important sur cette espèce de porosité comme ça de François Fillon qui va essayer d'aller chercher, d'empiéter sur l'électorat de Marine Le Pen. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est en train d'aller chercher des voix chez Marine Le Pen qui, effectivement, il y a eu dans le début de la campagne des hésitations. On a bien vu que quand François Fillon a été désigné par la primaire, immédiatement Marine Le Pen a reculé dans les intentions de vote. À l'époque, il y avait effectivement cette hésitation. Elle s'est beaucoup résorbée, y compris sur l'affaire dite Pénélope, où effectivement il y a eu une espèce de crispation et elle existe toujours cette hésitation entre François Fillon et Marine Le Pen, mais finalement je crois que Nicolas Dupont-Aignan a aussi bénéficié de cette petite hésitation à droite qui s'est beaucoup réservée. Aujourd'hui, l'hésitation elle est surtout à gauche. Elle n'est pas n'importe où dans ce tiers des Français qui hésitent, et surtout parmi les électeurs de gauche, avec un risque de perte encore pour Benoît Hamon, qui effectivement semble décrocher, et de gains possibles pour Emmanuel Macron, pour Jean-Luc Mélenchon. Et le siphonnage, c'est Jean-Luc Mélenchon qui récupère les voix de ceux qui sont à gauche et qui vont chercher quoi, un espoir, une relance à travers les sondages. Et là, sa dynamique de Jean-Luc Mélenchon est allée chercher un peu large, y compris parmi les gens qui étaient très éloignés de la vie politique et qui ont entendu une voix. C'était son objectif d'ailleurs. Attention, qui fait qu'il a de nouveau, il a progressé notamment dans l'électorat populaire, faisant un peu chuter Marine Le Pen d'ailleurs dans cet électorat des ouvriers, employés, un peu à son profit. Charles-Henri Gallois, vous vouliez intervenir sur l'Europe, j'imagine, non? Je crois que M. Vigier... Je sentais qu'on allait parler Europe. M. Vigier a donné le mot-clé de cette élection présidentielle. Il a dit « je veux une autre Europe ». Et finalement, la clé de cette élection présidentielle, c'est quoi? C'est qu'il y a 10 candidats qui veulent une autre Europe et un candidat du Frexit. Or, les Français doivent savoir que pour changer l'Europe, ça implique de changer les traités. Et pour changer les traités, pas du tout. Mais attendez, pas du tout. Il y a des accords intergouvernementaux. Si vous interrompez, voilà encore. Mais non, je peux pas. Non, mais pardonnez-moi. Si vous interrompez, on peut pas. Il y a le mur du réel, le mur de la réalité. Je veux dire une chose. Dès qu'on parle, monsieur interrompt, il n'y a pas de débat. Je ne laisse pas dire des contre-vérités. Mais non, mais attendez, vous répondrez après. On n'est pas obligé de changer le traité. On peut faire ce que l'on appelle après. Pardonnez-moi, on peut faire ce qu'on appelle des accords intergouvernementaux. Ça existe. Ça ne change pas les traités. Mais vous n'avez pas besoin de tous les traités pour avancer. Mais c'est pas grave. Il faut retrouver un traité, c'est 5 ans. Non, je vais finir parce que visiblement c'est dur de parler avec monsieur. Terminez, allez-y. Pour modifier l'Europe, il faut modifier les traités. Pour modifier les traités, c'est l'article 48 du traité sur l'Union européenne. Vous êtes très fort, François Asselineau, sur les articles. Parce qu'on connaît nos dossiers. Voilà. On connaît nos dossiers parce qu'il faut l'unanimité des 28 États membres. Et sur tous les sujets, ça ne marchera pas. Regardez, cet après-midi, j'étais au Champ de Mars avec les salariés de Whirlpool qui se battaient contre leur délocalisation. Et je leur ai expliqué justement que c'était dû à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que tous les candidats qui allaient les voir, il y en avait très peu d'ailleurs, pour leur dire qu'ils allaient lutter contre les délocalisations, ils mentent aux Français. Donc la vraie question, c'est soit on continue dans ce système-là, ou soit on fait le Frexit, comme le propose M. Asselineau, et là,
on pourra lutter contre les délocalisations, contrairement à ce qui a été fait depuis. Prenons un exemple pratique. Whirlpool, c'est intéressant parce que Emmanuel Macron était interpellé. Si vous avez le contrôle, je vais vous expliquer, monsieur. Si vous avez le contrôle des mouvements de capitaux, vous pouvez simplement bloquer les délocalisations. Et vous le savez très bien. Et vous savez très bien qu'on capitaux, malheureusement, comme vous le savez, il y a des problèmes compétitifs. Moi, j'ai vécu dans mon territoire. Monsieur, il n'y avait pas de délocalisation avant les années 90 et le traité de Maastricht. Le mot délocalisation, il est rentré dans le dictionnaire en 93 quand Hoover a délocalisé de Dijon en Écosse. Donc vous mentez aux Français les yeux dans les yeux, ils seront ravis de le savoir. Mais vous n'étiez pas là cet après-midi. Vous voyez, je suis allé à Amiens la semaine dernière parler de ce sujet-là, c'est pour ça que je connais un petit peu la question. Sur Whirlpool, parce absolument, parce que j'ai vécu en Eure-et-Loire des entreprises américaines qui étaient parties, donc j'ai vécu ça en pleine phase, vous voyez, pas uniquement sur un plateau de télévision, mais également à côté des salariés pour savoir comment on les accompagnait. Vous ne pouvez rien faire et vous le savez. Damien Lamproie, juste cette petite phrase. Non plus parce que vous serez même plus en Europe. Cette petite phrase à propos de François Fillon sur l'Europe, ça va vous intéresser parce qu'on voit que ce soir, c'est un débat qui est cristallisé autour des questions européennes. Regardez ce que disait François Fillon. Une phrase parmi d'autres, bien entendu, mais elle est intéressante. On va la voir, parce que la lumière va arriver, j'en suis sûr, et si elle n'arrive pas, on la verra un peu plus tard. On risque, on va la revoir, on réessaie, ou on écoute Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron a été interpellé chez nos confrères de France 2. Sur le dossier Whirlpool. Je suis pour une Europe, dit-il, François Fillon, Europe des nations. Une Europe qui, dans la lignée de celle voulue par le général de Gaulle, soit garante de notre souveraineté. Pour cela, l'Europe devra concentrer son action sur quelques domaines bien définis et laisser la liberté aux États-nations de se gouverner comme ils l'entendent sur une majorité de sujets en respect du principe de subsidiarité. Ça colle avec la vision des centristes, la vision de François Fillon sur l'Europe, Philippe Vigier. Vous êtes un petit peu en... Non mais attendez, moi je suis très Vous êtes plus sur une Europe intégrée, une Europe... Moi, je souhaite une Europe intégrée sur des noyaux durs des 5 ou 6 pays qui peuvent aller à la même vitesse. Faire croire que l'harmonisation fiscale et sociale pourra se produire avec des pays qui sont loin de nous, comme la Roumanie, eh bien, ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle, pardonnez-moi, je propose des accords intergouvernementaux. Écoutez, vous ne pouvez pas me faire le reproche de vous couper, de faire la même chose. Je crois que je vous ai moins coupé, les téléspectateurs en sont conscients. On va compter, on comptera à la fin de l'émission. Allez-y, terminez. Mais acceptez qu'on puisse avoir une vision différente de la vôtre, acceptez qu'on puisse vous dire que ce que vous proposez nous emmène dans le mur. Donc moi, je propose simplement des accords de coopération. Non mais, vous essayez de surfer sur la misère des gens là-dessus. Moi, j'explique que je préfère avoir une Europe plus forte en matière agricole. C'est tout à fait possible. Simplement, pardonnez-moi, quand on parle d'agriculture, est-ce que c'est la France ou l'Europe qui rajoute des normes? C'est qui? La surtransposition, vous connaissez? Allez discuter avec les agriculteurs. Vous rigolez, le nombre de normes européennes sur les agriculteurs. Mais c'est la France ça, vous parlez de contre-vérité, vous êtes le premier. Et vous le savez très bien. Et si vous, c'est pas vrai, c'est pas des deux, eh bien vous viendrez sur le terrain, vous verrez. Mais on y va toujours sur le terrain. Écoutez, regardez, ça va vous intéresser parce qu'on avait choisi de choisir un extrait de François Asselineau. On a fait un petit sujet sur le programme de Nicolas Dupont-Aignan et vous allez voir, l'Europe est évidemment au cœur de sa réflexion qui est matricielle, disiez-vous tout à l'heure. Regardez ce sujet et on va en débattre juste après, évidemment. Le grand projet de Nicolas Dupont-Aignan, restructurer l'Europe. Le candidat de Debout la France dénonce les traités existants et veut créer une communauté des États européens qui seraient indépendants en matière de défense et de politique étrangère. Nicolas Dupont-Aignan propose également de sortir de l'euro pour recréer un nouveau système monétaire. On aura une nouvelle monnaie qui sera l'euro-franc, l'euro-marque, qui auront des parités fixes. On aura une monnaie de réserve, l'euro. On gardera les avantages de l'euro, mais on pourra dévaluer une monnaie et éviter un traitement de cheval qui tue le pays, comme on a vu en Grèce. Autre dossier fondamental pour Nicolas Dupont-Aignan, la relocalisation des emplois. Je veux relocaliser 1 million d'emplois. C'est vital pour porter notre système de retraite, pour financer notre sécurité sociale. Et on peut le faire. Parmi les autres points clés, Nicolas Dupont-Aignan souhaite une immigration contrôlée. Le candidat réclame la suppression des accords de Schengen, l'instauration d'un quota annuel d'immigration et souhaite la suppression de l'aide médicale d'État. Votre réaction évidemment aux propositions de votre candidat, elles sont très bonnes. Elles sont excellentes, bien entendu. Elles sont réalistes, elles sont réalisables dans une Europe et un monde mondialisé où l'économie, les capitaux circulent. Comment on fait? Oui, vous savez, vous êtes joueur de tennis, je crois, vous aimez bien le tennis. Quand on joue je vous confirme. Parfois on joue en fond de cours, on défend, et puis parfois il faut monter au filet, il faut attaquer. Et ben dans la mondialisation, il y a une guerre économique. La guerre économique, ça veut dire que parfois il faut savoir se protéger, et parfois il faut savoir attaquer. Et l'Union européenne, les traités, que vous le vouliez ou non, malheureusement, parce que c'est vous qui les avez ratifiés, signés, y compris M. Fillon. Le Parlement. Oui, le Parlement, qui en 2005, qui est revenu. Donc j'ai oui, pas directement. Oui, pardon, mais votre famille politique et notamment votre candidat François Fillon, qui était Premier ministre à ce moment-là, quand même, empêche
de se défendre. Ce fameux traité de 2005. Ça date d'avant. Il n'était pas Premier ministre, c'est pas grave, c'est un petit détail. En 2005, il n'était pas. C'est 2007 qu'il est revenu. Pardon, mais le référendum a été traité de Lisbonne, date de 2007, donc c'était M. Fillon, pardon. 2008. Donc, 2008. Oui, c'était encore M. Fillon, tout au long de la mandature. Oui. Donc de se défendre, ce que l'Union européenne nous empêche de faire aujourd'hui, et aussi d'attaquer, d'être offensif dans la mondialisation. Mais moi, la citation de M. Fillon me va parfaitement. On va lui envoyer la carte de bout la France, il va la recevoir aujourd'hui à votre QG de campagne. Vous dites quoi? Il est plus proche des positions de Nicolas Dupont-Aignan dans le discours. C'est terrible ce que vous dites. Mais dans le discours, oui, 1000 fois oui, puisque nous, on veut cette Europe des coopérations. La France, elle est au cœur de l'Union européenne. Lisez ce qu'on a écrit dans le projet, vous serez. Mais le pire, c'est ça, c'est que M. Vigier, vous voulez que je vous dise, le pire, c'est qu'il est sincère. Le problème, c'est qu'il est prisonnier. Le problème, c'est qu'il est prisonnier. Il est prisonnier d'un système qui lui tient les pieds et les poings liés. Pas du tout. Il a des bonnes intentions. Ses administrés, je sais qu'ils s'en occupent. Mais le système actuel de l'Union européenne, oui, parce que vous expliquez que vous avez été à Amiens, que vous avez fait le Tour de France. Absolument. Je vous fais le bénéfice de la sincérité. Seulement, ce que vous leur dites pas, d'Europe à chaque fois. Ce que vous leur dites pas aux citoyens, c'est que ce que vous dites, ce que M. Fillon dit, il ne peut pas le faire dans le cadre actuel. Et il faudra. Mais bien sûr que si, bien sûr que si. Mais vous le savez très bien, vous le voyez même, on voit votre sourire que vous le savez très bien. Excusez-moi de poser. Il faudra dénoncer tous les traités. La question abruptement. Et juste renégocier, mais renégocier parce que c'était votre question initiale. Est-ce qu'on est capable? Oui, on ne peut pas. La France est capable. La France, elle a le poids économique. Mais la France, chacun son tour. Pas de faute de pied puisqu'on parle tennis. Oui, la France a le poids économique, culturel, historique pour imposer un bras de fer, notamment à Mme Merkel. Seulement le problème, c'est que les présidents ne l'ont jamais fait. Est-ce que derrière cette espèce comme ça de toile en tulle de cette campagne présidentielle, il y a le débat européen et il y a la question dans l'esprit des Français du Frexit? Est-ce que cette question est une question importante pour eux ou est-ce qu'ils sont habités par d'autres préoccupations? C'est très important d'avoir à l'esprit que les Français ne sont pas dans le même état d'esprit que les Britanniques l'étaient à la veille du Brexit. Dans les eurobaromètres, on notait qu'une majorité dans l'opinion britannique considérait que la Grande-Bretagne s'en sortirait mieux à l'extérieur de l'Europe. Et du coup, ils étaient prêts effectivement à monter à la volée et à défendre bravement leur chance, alors que les Français ont un peu le sentiment de subir le jeu. D'où une demande de protection, mais une majorité des Français dit aujourd'hui qu'en sortant de l'Europe, on est encore plus en danger. De l'Union européenne, vous avez raison, sortant de l'Union européenne, et on aurait des difficultés accrues. Et effectivement, il y a aussi une composante sociologique, mais qui est complètement liée, c'est qu'en Grande-Bretagne, le Brexit, le choix du Leave a été beaucoup porté par des électeurs plutôt âgés et aisés. Alors que c'est dans l'électorat âgé qu'il y a la plus grande réticence en France. En France, oui, c'est un paradoxe d'ailleurs. Et c'est vrai que l'électorat jeune en Grande-Bretagne a peu voté. Enfin, c'était assez compliqué de peu voter. Je vais juste répondre à ça. Les sondages de Brexit largement perdants. Et moi, non. Le dernier sondage donne 51,5% pour le Leave. Au début de la campagne, vous savez que le Leave était largement perdant. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas. Au début de la campagne, on n'a jamais de grand débat sur l'Europe en fait. Donc on peut pas postuler. On l'a ce soir. Vous l'avez. C'est très court pour en discuter, mais on peut pas postuler de ce que veulent ou non les Français. La dernière fois on les a interrogés, c'était en 2005, ils ont voté non à 55% et François Asselineau porte cette France du non de 55%. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas dire que les Français sont majoritairement pour rester dans l'Union européenne puisqu'ils sont abreuvés en permanence justement de prophéties d'apocalypse. Et vous savez, on dit souvent qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, et c'est le cas. Les Français, ils ont que cette vision de l'apocalypse. Alors moi, j'espère qu'on aura un débat serein sur l'Europe. Et si jamais, imaginons par exemple qu'il y a un référendum, vous voyez, je ne suis pas du tout sûr que les Français voteraient pour le maintien de l'Union européenne. Et je pense que quand il y aura un débat approfondi, ce qui a eu lieu en 2005, les Français connaissent justement tous les avantages du Frexit. Et les Français sortiront de l'Union européenne comme l'ont fait nos amis britanniques. Juste un mot chacun. Il y aura un second tour, évidemment. Il y aura un premier tour et puis il y aura un second tour. Là, par contre, factuellement, j'en suis certain. J'entends Nicolas Dupont-Aignan qui dit je ne suis pas propriétaire de mes électeurs, mais si c'est un duel Marine Le Pen, Emmanuel Macron, est-ce que vous appelez vos électeurs à faire un vote utile? Non, parce qu'il n'a jamais effectivement donné de consigne de vote dans toute sa carrière. Tout l'enjeu, c'est justement d'éviter ce choix, parce que c'est quand même incroyable, parce que là, on est en train de parler de la difficulté de M. Fillon. On sort quand même de 5 ans de Hollande catastrophique, et le risque, c'est quand même que la droite, qu'un mouvement de droite n'arrive pas à s'imposer dans cette campagne. C'est quand même dramatique. Ça, on a oublié. Rappeler, non, mais ça, c'est vrai. Vous avez raison, il faut le dire. Et on a M. Macron, qui est quand même le fils caché, qui est là en embuscade. Ça, c'est l'élément de langage utilisé par François Fillon. C'est quand même, c'est quand même incroyable. Fils caché de Et moi, de François Hollande. la différence, nous, à Debout la France, la différence, c'est que cette situation,
nous, on n'en est pas responsable. C'est pas nous qui avons gouverné les années précédentes et c'est pas nous surtout qui avons saboté de l'intérieur cette campagne. Et tout l'enjeu du premier tour, pour répondre à votre question, c'est que nous, il faut qu'on soit le plus haut possible pour pouvoir jouer un rôle et peser dans les semaines et mois qui vont venir. Et on parlera des législatives, évidemment, pour la qui France. sont importantes pour vous. François Asselineau fait appel à voter, à soutenir, ou il reste en retrait, quel que soit son score? J'aimerais rappeler qu'on a un mouvement qui a été classé en liste divers, donc au-delà du clivage gauche-droite, et on ne sait pas pour le moment qui va être de toute façon au deuxième tour, donc on ne va pas appeler à voter. De toute façon, les électeurs, on n'est pas propriétaire des voix, donc on n'appellera pas nécessairement. Et par contre, je vais vous rejoindre sur ce qui a été dit, par contre, sur Emmanuel Macron, le renouvellement de Robert Hue à Alain Madelin. C'est l'ennemi public numéro 1, Emmanuel Macron, de cette campagne. Non, mais qui a été 2 ans conseiller. Donc là, il prend le vent. C'est lui qui prend le vent. Il a le vent. Il a le vent dans le discours aussi. Conseiller quand même 2 ans de François Hollande et après ministre de l'économie avec un bilan catastrophique. En fait, François Hollande, les gens ne sont pas dupes. Ils savent très bien que c'est en fait Emmanuel Macron, c'est François Hollande. Avec du maquillage, un gros régime, c'est tout. C'est le Vendée Globe avec beaucoup de vent pour finir la course. Philippe Vigier, un mot avant de nous quitter. Malgré les sondages, malgré ce léger décrochage, ce soir en tout cas de François Fillon, on est à 5 jours du premier tour. Est-ce que vous dites ce soir, comme François Fillon, c'est le peuple qui décidera, les sondages, je n'y crois pas, et je serai au second tour? C'est ce que dit votre candidat. D'abord, il faut être respectueux des électeurs. Dimanche, ils trancheront. Moi, je n'ai pas de doute, ils placeront François Fillon dans les 2 premiers et ça lui permettra d'être président de la République parce qu'il a montré dans ces moments terribles une vraie solidité et dans un monde qui est, chacun l'accordera, explosif. Donc il affirmera cette capacité à gouverner ce pays. Et puis je voudrais dire la deuxième chose, c'est que Emmanuel Macron essaye de faire oublier, ceux qui sont là l'ont dit également, les 5 années de François Hollande. Pardonnez-moi, mais l'impuissance publique dans laquelle nous sommes, ce désaveu complet de la classe politique, parce que c'est la première fois que pour une élection présidentielle, quelques jours avant, et là maintenant 5 jours avant, les gens nous disent on ne sait pas ce qu'on va faire pour un tiers d'entre eux. Il y a un problème d'offre politique, peut-être. C'est pas que l'offre. Non, c'est pas cela, parce qu'auparavant, on avait quoi? Ils nous disaient pour les élections, enfin je vois ça dans mon village, on sait ce qu'on a à faire. Là, ils nous disent on est paumés. Ça veut dire quelque part, il y a une responsabilité qui est portée par tout le monde. Vous êtes d'accord, Mme Rivière? Il faut des débats de fond. 10 secondes. Il y a des projets contre projets, expliquer le chemin qu'on fait faire prendre à la France, parce que les gens n'en peuvent plus. 5 jours, c'est très court. Et donc c'est pour ça que l'alternance, François Fillon l'incarne. Les dés sont pas jetés, mais c'est très court. Non, mais c'est vraiment important. C'est une élection qui est sans doute la plus importante par rapport à l'avenir du système politique et l'avenir de France. Il ne faudrait pas la prendre par le petit bout de la lorgnette maintenant. Il faudrait la prendre par rapport aux enjeux fondamentaux. On a d'ailleurs traité ce soir, l'Europe. D'une certaine manière, c'est bien de garder en mémoire que les sondages, c'est une chose, que le vote, c'est autre chose, et que chacun vote en son âme et conscience, sans faire des calculs de billard à 3 bandes, en prenant cette élection pour ce qu'il est, c'est-à-dire une vraie question posée sur les enjeux fondamentaux. Merci. Regardez le vote JDD, c'est important parce qu'il y a beaucoup de votants ce soir. Ça fera plaisir je crois, à Philippe Vigier puisque les résultats vont s'afficher. C'est un vote, c'est pas un sondage. Hein, je parle sous le contrôle d'un sondeur. François Fillon peut-il arriver au second tour de la présidentielle? À 55%, eh bien ceux qui ont cliqué, ils étaient un peu moins de 2000, disent oui, et 45% considèrent qu'il ne sera pas au second tour. Oui, vous avez le sourire. Philippe Vigier, merci de venir sur le plateau. Président du groupe UDI, vous êtes en campagne, porte-parole de François Fillon. Merci à Damien Lempereur, porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan, et merci à Charles-Henri Gallois. Merci. Vous êtes en charge des questions économiques pour François Asselineau qui était en meeting à Lyon, et merci à Emmanuel Rivière de nous avoir apporté ce sondage Kantar, One Point. Merci à vous 4. Demain on s'intéresse à Jean-Luc Mélenchon qui est évidemment la surprise de cette campagne. On va s'intéresser à son programme, à la manière dont il fait campagne et puis évidemment au fond, à cette constituante. Merci, bonne soirée et à demain.